le thème modernisation et sécurisation des accès Internet, le retour d'expérience de la CNAV en partenariat avec Netskope. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être Netskope en quelques mots, nous décrire un petit peu le positionnement de la marque? Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Netskope est une société qui a été fondée en 2012 par 3 architectes, dont Sanjay Berry, qui est le président actuel, et qui a fait des sociétés comme Juniper Networks, entre autres. Et en 2012, Netskope est né en tant qu'acteur CASB, donc et pas né du monde du proxy, et pas né du monde du firewalling, et pas né du monde du réseau, mais vraiment éditeur de logiciels, CASB, Cloud Access Service Broker, pour protéger les applications et protéger la donnée de manière granulaire. Et puis, Sanjay Berry et Krishna, les fondateurs, ont été assez visionnaires. Ils se sont dit, dans quelques années, on va consommer de plus en plus d'applications SaaS, on va la donnée, c'est le nerf de la guerre, ça coûte de l'argent, hein, et puis quand on a une attaque, ce qu'on cherche à exfiltrer, c'est de la donnée. On consomme beaucoup d'applications, on va consommer la donnée, c'est vital. Et puis les modèles qui ont été mis en place, des modèles avec des silos, où les gens allaient au travail normalement, repartaient chez eux. En clair, ça va évoluer, on va se retrouver dans un modèle hybride. Les utilisateurs vont devoir se connecter à partir de n'importe où, avec n'importe quel périphérique. Il va falloir qu'ils puissent accéder à leurs ressources de manière sécurisée, sur une approche zéro trust. Et donc, de là, ils ont créé, à partir de leur métier de base du métier de Netskope base, qui était de protéger la donnée et les applications, ils ont créé une plateforme de sécurité, de services de sécurité, avec une infrastructure qui s'appelle New Edge. Il y a eu un investissement de plus de 200 millions de dollars à l'époque. Et en clair, aujourd'hui, Netskope, c'est 75 points de présence dans le monde, donc 75 data planes. On est présent dans 3 data planes à Paris, un data plane à Marseille, et c'est notre infrastructure propre. On ne provisionne ni chez Amazon, ni chez Azure, ni chez Google, ce qui fait qu'on garantit des performances, des SLA. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 3400 clients dans le monde. En France, c'est plus de 160 clients, dont la CNAV. Et merci Richard d'être là aujourd'hui. Voilà. Merci. On va revenir justement un peu plus en détail sur ce projet avec la CNAV. Richard, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Je le disais, vous êtes architecte réseau et sécurité au sein de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous présenter un peu le rôle de cette caisse et voilà, les activités et votre rôle aussi en son sein? Les activités, je pense que tout le monde la connaît. En ce moment, il y a un petit sujet d'actualité pendant 3 mois. On va voir ce que ça va donner. Donc la CNAV, aujourd'hui, c'est à peu près plus de 550 sites répartis à la fois en France et aussi dans les départements et régions d'outre-mer. On a 5 sites qui sont concernés par cette géolocalisation. On a à peu près 22 000 collaborateurs et plus de 15 000 professionnels qui travaillent autour de la retraite. Ensuite, on a aujourd'hui à peu près plus de 13 millions de retraités, un nombre de carrières à gérer qui tourne autour des 80 millions, et puis on verse à peu près 110 milliards de prestations sur 150 pays aujourd'hui. Voilà, globalement, on a un superbe site a priori, c'est à vous d'aller le voir, qui s'appelle www.l'assuranceretraite.fr, sur lequel vous pourrez trouver énormément d'informations et éventuellement simuler votre droit à la retraite, quel que soit votre âge. Puisque même une application. Une application. Oui. Un simulateur, en effet. Ouais. Tu as été voir, été voir pour nous Ah non, mais n'importe qui peut y aller. N'importe qui peut s'y accéder et puis ils peuvent récupérer des éléments importants. Globalement, on a à peu près 17 millions de carrières qui se traitent aujourd'hui et qu'on héberge. Donc avec un nombre de données sensibles, pour ne pas cacher que ce soit de l'identité, du dossier ou du salaire. Bon, quelques sujets. Quels étaient justement les besoins spécifiques de la CNAV au moment où vous avez fait appel à Netskope? Comment vous fonctionnez auparavant? Quels besoins vous ont amené à travailler avec Netskope? On n'est pas vraiment une entité publique, mais on dépend
d'un ministère de tutelle et on est soumis à la législation des marchés publics. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à basculer chez Netscope? Il y a deux éléments en fait. On avait depuis 25 ans, à peu près 25 ans, des solutions proxy on-premise chez nous, d'accord? Et puis sur l'année 2019-2020, on a, comme beaucoup d'entreprises, subi le Covid. Et ce qui nous a amené à réfléchir aujourd'hui à comment permettre à nos utilisateurs d'accéder sur Internet avec un renforcement de la sécurité sur ces accès. Parce qu'historiquement, avant Netscope, un utilisateur qui était en nomade ou en télétravail, aujourd'hui on ne contrôlait pas sur ses accès Internet, c'était de l'évasion locale chez lui en fait, complètement. Et on n'avait pas de visibilité. Et on avait quand même, au regard des usages et des accès Internet, pas mal d'alertes, de remontées vis-à-vis des utilisateurs sur ce type sur cette modalité d'accès en fait. Donc, ce que l'on a fait, on a fait un appel d'offres avec quelques exigences, notamment une solution cloud, puisque par expérimentation, nos utilisateurs qui sont dans les DROM, plutôt que de revenir vers nos data centers, comme l'expliquait tout à l'heure l'entreprise Garance, pour accéder à Internet, on avait souscrit des licences sur une solution concurrente, sur des POP de proximité. Donc pour les Antilles, c'était aux États-Unis, et pour l'océan Indien, c'était côté Afrique du Sud. Et donc cette expérience nous avait apporté de l'intérêt à une solution cloud. Et donc, plus global. Et donc, on a fait un appel d'offres, mise en concurrence des solutions, et on a retenu la solution la mieux disante, qui était Netscope. Alors, les critères qui nous ont fait retenir Netscope, surtout, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure David, c'est qu'on a une solution qui est hébergée dans les propres POP de Netscope, avec un réseau New Edge qui est propriété de Netscope. Donc ça, c'est une garantie vis-à-vis des SLA et des exigences des clients, qui est quand même facilitatrice plutôt qu'une solution cloud hébergée chez des CSP, en fait. Donc ça, c'est un élément discriminant par rapport à d'autres solutions. Ce qui nous a permis aujourd'hui de retenir aussi Netscope, c'est toutes les briques de sécurité qui étaient aujourd'hui disponibles à cette époque-là, donc du DLP, du CASB, de la politique d'accès des utilisateurs, donc du contrôle d'accès avec la catégorisation d'URL, donc que l'on avait déjà, mais qu'il a fallu réactualiser, puisque entre 25 ans, les choses avaient évolué. Donc, dans le cadre de cet appel d'offres, on a retenu Netscope, globalement, qu'on a commencé à déployer à ISO fonctionnalité. Alors, je me permets de vous couper parce qu'il y a plusieurs étapes sur lesquelles on va revenir. Sinon, j'ai plus de questions après. Pardon, pas de souci. Je serais très embêté. Je ne vais pas aller trop vite. David, quels étaient justement les principaux objectifs que Netscope s'était fixés quand vous avez répondu à cet appel d'offres pour la CNAV? Quelles étaient les spécificités? Aujourd'hui, déjà, comme disait Richard, la CNAV, c'est des localisations dans les DROM. C'était très important. Il fallait aussi gérer les caisses générales de sécurité sociale, les CGSS. Il fallait garantir les SLA, puisque c'est 22 500 utilisateurs. La CNAV est cliente maintenant bientôt depuis 4 ans. Je crois qu'on arrive dans la 4e année là. Et puis, il fallait aussi, comme disait Richard, il fallait être capable vraiment de connecter les utilisateurs, qu'il n'y ait pas de temps de latence. Quand on met en place une solution comme Netscope, ça fait 3 ans que je suis arrivé dans cette entreprise. Quand je suis arrivé sur le secteur public, et quand vous travaillez avec le secteur public, il est clair que des questions de compliance se posent, des questions de performance. Est-ce que vous hébergez de la donnée? Réponse non. Où est votre infrastructure? Le fait d'avoir une infrastructure en propre, qui est New Edge, j'en reparle parce que c'est un grand différenciateur. Ça rassure les utilisateurs. Moi, par exemple, j'ai des clients sur le secteur public, des très gros clients, qui me disent, voilà, au mois de mai, on aura un vote national. Il ne faut pas qu'on ait d'interruption de service. Le fait de contrôler son infrastructure, de contrôler les performances et d'avoir un engagement clair, ça rassure les clients.
puisqu'aujourd'hui, quand on utilise une solution comme Netscope, c'est du steering. Donc le steering, c'est quand Richard se connecte ou quand Julien Merali se connecte. En clair, on installe la solution Netscope. C'est une redirection de trafic vers nos infrastructures. Donc, on doit contrôler en fait en couche haute tout ce qui se passe, que ce soit, on doit protéger la donnée, on doit avoir des performances, on doit être capable de faire du déchiffrement sans compromis, et on doit garantir vraiment une qualité de service. Richard, on allait parler justement de ce déploiement. Quels ont été les défis majeurs que vous avez pu rencontrer lors du déploiement de Netscope? Là aussi, quelles sont les différentes étapes? On voit que la CNAV, c'est assez tentaculaire, c'est une grosse organisation. Oui. Quelles ont été les différentes étapes d'intégration et les défis que vous avez dû surmonter? Alors, dans un premier temps, on s'est donné comme premier objectif de déployer la solution pour nos utilisateurs des DROM, puisque l'expérimentation avec la solution concurrente arrivait à échéance début 2021. Donc on est parti avec cette première étape. Et après, sur le deuxième trimestre de l'année 2021, on a déployé la solution pour l'ensemble de nos utilisateurs métropolitains. Le gros défi qui a été entrepris par rapport à ces deux premières étapes, c'est la refonte de la politique d'accès, puisque les catégorisations d'URL avaient complètement changé entre les anciens éditeurs de solutions proxy et les nouvelles solutions, dont Netscope. Donc il a fallu, avec nos équipes sécurité RSSI ou expertise sécurité que l'on a chez nous, travailler de concert pour refonder toute cette politique. Donc ça a mis un petit peu de temps. Mais on y est arrivé, on y est parvenu, avec bien entendu des surprises majeures. On va donner quelques exemples qui nous ont un petit peu mis en défaut, c'est-à-dire que avec le confinement et tout ça, comme il n'y avait plus trop de rendez-vous assurés dans nos sites, les gens transféraient leur carrière et tout ça avec au travers de WeTransfer, ce genre de choses, en direct, sans maîtrise, sans contrôle. Donc on a pu remettre ça en place de manière sécurisée. Et c'était pas anodin. Et donc après, au fil du temps, on a commencé à déployer des briques complémentaires, donc depuis sur les années suivantes, que ce soit ce qu'évoquait tout à l'heure David, le déchiffrement SSL, pour avoir de la visibilité sur l'ensemble des flux HTTP, HTTPS, puisqu'aujourd'hui, on ne fait que cette interception-là pour le moment, et la partie DLP et la partie CASB. David, quels sont les points différenciants qui font que Netscope a réussi à se démarquer dans cet appel d'offres et qui a répondu aux attentes de la CNAV? C'est cette notion aussi de souveraineté quelque part? Alors, oui, il y a le New Edge. Bon, je ne vais pas me répéter, mais au-delà de ça, il y a cette protection de manière granulaire, le filtrage au niveau de la donnée. Donc le DLP, la DLP est un très gros sujet, un vaste sujet, puis un bien grand mot. D'ailleurs, je veux bien qu'on définisse, parce qu'on a parlé de CASB, on a parlé de DLP. DLP, Data Loss Prevention en anglais, mais bon, on est en France. Donc le DLP, c'est la perte de données, l'exfiltration de données. Moi qui suis passé par des sociétés comme Varonis, qui gèrent les droits et les permissions dans les annuaires, dans les Active Directory, au niveau des données non structurées, qui est fait Palo Alto Networks, qui est à la base du monde du firewalling. Bon, le SASI, le SSE, c'est des termes que tout le monde galvaude aujourd'hui. Zero Trust Network Access. Je veux dire, il y a plein de termes. On pourrait créer un nouveau Wikipédia de la cybersécurité. Mais aujourd'hui, je crois, ce qui est important, c'est de connecter l'utilisateur en toute sécurité, de n'importe où, ce que je disais, avec n'importe quel périphérique, puisqu'on est dans un monde hybride. Il y a eu la Covid. Tout le monde s'est retrouvé chez lui avec son laptop. Parfois, il y a des gens qui sont partis de structure avec leur laptop personnel. Il a fallu gérer les connexions. Tout ça, ça a évolué. La transformation, elle a commencé déjà il y a quelques temps. Il faut être mûr pour adopter cette transformation. Ce n'est pas des projets comme quand on achète un firewall et qu'on le met dans une armoire et puis qu'on met du RJ45. Non, on est sur des modèles qui sont 100% déportés dans le cloud. Donc, il faut garantir les performances, la sécurité. Il faut garantir qu'il n'y aura pas d'exfiltration de données. Il faut être capable de tout faire en propre pour rassurer le client. Quand vous avez des clients comme la CNAV ou d'autres grosses structures, même sur le secteur privé,
pour ne pas citer des acteurs comme Stellantis, qui ont fait le choix Netscope, hein. On parle de 250 000 utilisateurs. On ne confie pas son infrastructure et la redirection de son trafic comme ça. Donc, les différenciateurs New Edge, la granularité et la protection de la donnée, la distinction entre une instance personnelle et une instance professionnelle. Aujourd'hui, il faut être capable de distinguer l'instance Gmail de Richard Bouijou, richard.bouijou@gmail.com, et l'adresse mail de richard.bouijou@knaf.fr. Le coaching utilisateur, aujourd'hui, il y a des utilisateurs qu'on va appeler VIP, il y a des catégories d'utilisateurs dans une structure. Être capable d'envoyer un pop-up à Julien Merali pour lui dire que la donnée à laquelle il cherche à accéder, il n'a pas les droits, ce n'est pas compliance. Clairement, aujourd'hui, on a cette force d'avertir l'utilisateur. Oui. Alors, on ne va pas le bloquer, on va le coacher, on va lui dire que c'est dangereux. Par contre, s'il va jusqu'au bout, en clair, on va le bloquer. Ensuite, on en discutait ce midi, mais vous voyez, il y a des acteurs dans le monde de l'aéronautique où les pays asiatiques ont envoyé des étudiants chinois chez des constructeurs français, hein, avec des clés USB, et puis ils ont mis les clés USB, et puis après ils sont partis. Netscope aujourd'hui va protéger la donnée, que ce soit sur le poste client, que ce soit dans le cloud, partout. Puisque le métier de base de Netscope, au-delà d'avoir une plateforme de sécurité SSE, donc avec du proxy, avec différentes fonctionnalités de l'isolation de navigateur, c'est protéger la donnée. Voilà. Alors justement, on a parlé d'intégration, on a parlé d'humains, parce qu'à la fin, c'est quand même les humains qui sont concernés. Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement humain à la fois dans vos équipes IT? Est-ce que ça a changé des choses? Comment vous le gérez aujourd'hui? Et parmi les collaborateurs, les collaboratrices de la CNAV, quel est l'impact pour eux et pour elles? Alors, je veux juste revenir sur d'autres éléments différenciateurs qui me viennent à l'idée. Oui. Aujourd'hui, c'est des POP en France, avec une forte résilience entre les POP pour le client, pour l'utilisateur. Des POP aussi pour nos utilisateurs DROM avec de la résilience, qu'on n'a pas toujours dans les solutions concurrentes, et un tenant Netscope en France. Donc au niveau du RSSI, de tout ce qui est aujourd'hui PSSI ou autre, c'est une plus-value par rapport à d'autres clients. Sur la partie aujourd'hui, on va dire administration et exploitation de la solution, donc au lieu d'exploiter une solution proxy on-premise, dorénavant on exploite une solution cloud. Je dirais que ça ne nous a pas occasionné, ça ne nous occasionne pas une surcharge. Par contre, on a eu besoin, bien entendu, d'un accompagnement d'un intégrateur pour la mise en œuvre. Et puis, le Netscope aussi nous a suppléé l'intégrateur dès l'instant où il y avait des complexités. Ouais. Donc là, on a fait appel à Netscope et aujourd'hui, on est quasiment en autonomie sur l'administration et l'exploitation d'une solution avec l'ouverture de tickets de manière régulière en direct avec Netscope. D'accord. On est sur une seule console, une console unique qui regroupe tous les services de sécurité et vraiment user-friendly, donc en français, vraiment ergonomique. Et je pense que ça fait gagner du temps homme. On a des clients qui utilisaient des VPN, des Virtual Private Network traditionnels, que je ne citerai pas, sur des firewalls pour connecter des nomades de partout, même une structure de 500 utilisateurs. Souvent, ils étaient obligés d'aller derrière le VPN pour paramétrer. Oui, bien sûr. Et quand le DSI vous appelle et il vous dit c'est génial, j'ai plus besoin de rien faire, et en clair, ça marche tout seul. Ou un autre client qui vous dit une fois qu'on installe Netscope, ça y est, je veux dire, la donnée, on voit tout ce qui se passe. Parce que c'est vraiment fait pour ça. Ouais. Côté utilisateur, justement, Richard, est-ce que c'est toujours un peu la crainte d'ailleurs des DSI, des RSSI, quand on met en place ce type de solution, c'est que les utilisateurs, c'est toujours pareil, ça rame, je le vois, on me bloque. Comment vous avez géré ça et comment ça se passe, surtout dans le quotidien, dans la réalité? Alors, dans le quotidien, on a des difficultés, mais pas liées à Netscope. On rencontre les mêmes difficultés. J'ai senti un souffle de David qui a eu peur tout d'un coup. Non, moi j'ai pas peur. Ces difficultés sont liées aux usages qui s'intensifient des solutions cloud, notamment des services O365, puisque aujourd'hui,
On est de plus en plus consommateur de services O365. Donc, dans notre architecture actuelle, tous nos accès Internet remontent par nos data centers et on a une saturation aujourd'hui de nos liens privés à cause de cette intensification de services O365. On est en train de refondre notre réseau et on va sur des gros sites, puisqu'on a une diversité de sites, ça peut aller de 2 utilisateurs, 2-3 utilisateurs, jusqu'à 2000 utilisateurs sur le même site. Donc pour les gros sites, on va déployer du local breakout en respectant les consignes de l'ANSSI que nous a donné l'ANSSI, avec ce qu'a évoqué tout à l'heure, des briques SD-WAN, avec du filtre, avec de la brique de sécurité embarquée sur ces briques de SD-WAN, de l'évolution de la licence Netscope en interceptant non pas que les flux HTTP, HTTPS, mais l'ensemble des flux à destination d'Internet, ce qui va permettre de soulager les accès utilisateurs, les accès du data center, et permettre de diversifier et de ne pas de faire en sorte que les flux métiers ne soient pas impactés par les flux Internet. D'accord. Donc, côté utilisateur, pour revenir à ce sujet-là, finalement, c'est transparent. C'est transparent. Très bien. Et même en télétravail, où on a mis en place ce que l'on appelle le reverse split tunneling. Comme ça, aujourd'hui, un accès à des services O365 quand la personne est en nomadisme en télétravail, il ne bascule pas au travers de notre passerelle VPN SSL, il transite par du local breakout local, via Netscope. Tant qu'on est sur justement les utilisateurs, vous avez parlé, c'est David peut-être qui parlait tout à l'heure des VIP. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que là aussi, c'est une crainte souvent. C'est comment je vais gérer mon catalogue de VIP sur les accès. Comment ça se passe aujourd'hui chez vous? On a des profils utilisateurs avec des catégorisations d'URL. D'accord. Et en fonction du niveau de l'utilisateur, il a tel droit, plus ou moins, à des catégories plus ou moins ouvertes, avec éventuellement du stockage de données, l'envoi de mails, l'échange de fichiers ou autre. D'accord. Mais c'est contrôlé au travers la politique de filtrage embarquée chez Netscope. Avec de la métrologie, enfin de la visibilité surtout. Ouais. Quelle est un peu la liste exhaustive là aussi des bénéfices que vous voyez? On en a cité plein, mais j'aimerais peut-être qu'on reliste davantage ces bénéfices que vous constatez à la fois dans le service IT et pour les utilisateurs. Donc moins d'alertes de sécurité sur les postes de travail aujourd'hui, puisqu'on a une sécurisation de l'ensemble des accès Internet. Ok. Un accès utilisateur ouvert avec un élargissement de la politique de filtrage et de la catégorisation d'URL aux utilisateurs, puisqu'on a modernisé cette politique en fait, et un contrôle des données, puisque aujourd'hui l'offre de Netscope, puisque c'est, comme l'a expliqué tout à l'heure David, Netscope est à l'origine un CASB, enfin une solution CASB DLP. Aujourd'hui, on s'est focalisé aussi sur déployer ça. Et en plus, on a mis en place le déchiffrement SSL, ce que l'on n'avait pas avant. Donc on a beaucoup plus de visibilité sur les flux utilisateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est resté transparent pour l'utilisateur, avec des accès un peu plus larges, mais avec une meilleure maîtrise des accès. Et si on se concentre sur les bénéfices du CASB, justement? C'est maîtriser les accès aux services O365, notamment aujourd'hui, que l'on n'avait pas. Oui, alors, David, par rapport à Microsoft, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un utilisateur se connecte sur son tenant Office 365, en général, il se log avec son password, son login, il passe par son tenant Microsoft O365. Le fait, encore une fois, d'être complètement maître de notre infrastructure, on réalise le peering directement avec Microsoft. C'est-à-dire que il faut savoir, il y a une information importante, 15% du trafic Microsoft Office 365 au niveau mondial est redirigé vers l'infrastructure Netscope. Puisque, en effet, le fait d'utiliser des applications SaaS, typiquement aujourd'hui, un firewall n'est pas capable, quand on est sur une réunion Teams, d'aller voir si j'envoie un fichier à Richard sur le chat, si Richard le met sur son instance Gmail perso, ou l'emmène sur du WeTransfer. Un firewall n'a pas été conçu pour ça. Et un proxy, de base, il est fait pour connecter les utilisateurs. Mais encore une fois, il ne vient pas du CASB, le proxy. Donc, quand on vient du CASB et qu'on a monté toute sa plateforme sur ce prérequis-là,
Et clairement, en termes de visibilité, en termes de protection au niveau de la donnée, clairement, oui, il y a un vrai différenciateur, oui. Et un vrai bénéfice pour l'utilisateur, parce qu'il se connecte beaucoup plus rapidement. Bien sûr, bien Il n'y a sûr. pas de latence. Richard, est-ce qu'il y a des prochains projets à venir, justement, d'autres évolutions qui vont arriver dans votre collaboration avec Pour rien dire, Netscope? dis rien, c'est confidentiel. Hein, Donc il y a l'interception de l'ensemble des flux et non pas que les flux HTTPS. D'accord. Le déploiement du local breakout chez nous, qui va être une intensification des usages de Netscope, et la partie DEM, qui est là chez Netscope depuis une bonne année, je crois, ouais, alors le qui va DEM, nous permettre d'avoir la visibilité sur l'expérience utilisateur de bout en bout. D'accord, donc concrètement, ça veut dire quoi, avoir une visibilité sur l'expérience alors, utilisateur? encore un nouveau terme, Richard. On est obligé de déchiffrer. Tu vois, on fait du déchiffrement. Donc, DEM, Digital Experience Management, monitoring. En clair, c'est faire en sorte que l'utilisateur soit satisfait de l'utilisation de sa solution. Puisque dans beaucoup de sociétés, les utilisateurs, et je vais employer le terme râler, les utilisateurs vont voir le service informatique, appellent au secours et disent « Ouais, ta solution ne marche pas, c'est à cause de ça que je n'arrive pas à accéder à ça. » Donc, le fait de mettre en place un module type DEM, ça permet d'aller chercher la cause, d'aller faire des tests, de tracer la route, de voir avec ce module, de faire en sorte de trouver la cause des problèmes et de pouvoir le justifier auprès de l'utilisateur et d'apporter un confort d'utilisation. Netscope a été visionnaire ça fait 10 ans que je travaille pour des sociétés américaines. J'étais assez surpris. Je suis d'origine normande, mais bon, je ne vais pas être chauvin, mais bon. Netscope avait déjà démarré le développement de modules DEM. Et puis, il y a 1 an et demi, on a racheté une société française qui s'appelle Cadiska, qui était déjà présente sur le marché français. Donc, une société de 20 personnes basée en Normandie. Et ils ont été visionnaires. Ils ont intégré cette société à l'écosystème Netscope, puisqu'il y avait ils avaient beaucoup d'avance. Cadiska avait à l'époque déjà des gros clients dans le monde hospitalier, dans le monde des assurances. Donc l'offre DEM aujourd'hui Netscope est une offre qui est mature et qui permet vraiment d'aider et de donner un confort aux utilisateurs dans l'entreprise. Un autre exemple de DEM, Oui. pardon, si je peux. Oui, très bien, oui. Aujourd'hui, on a de temps en temps des récriminations des utilisateurs pour des difficultés d'accéder à des services au 365. D'accord. Quand on ouvre un ticket chez Microsoft, ça ne vient pas de chez nous, ça Bien vient sûr, de Netscope ouais. ou ça vient d'en amont. Bien Donc sûr. là, DEM va nous permettre, à un moment donné, éventuellement, de pointer du doigt que la difficulté d'accès à ces services au 365 provient ou pas de Bien sûr, chez Microsoft. Ouais. David, pour vous, les prochaines étapes chez Netscope, pour continuer à toujours mieux servir vos clients, que les clients servent toujours mieux les utilisateurs? Je crois qu'aujourd'hui, je dirais pas comme toutes les sociétés informatiques américaines sur le marché, quelles qu'elles soient. J'aime pas prononcer le mot leader. Aujourd'hui, il faut rester modeste, humble. Il faut continuer à satisfaire nos clients. Il faut continuer à rester sur la même philosophie. Je pense que la société, on a la chance d'avoir des fondateurs qui viennent du monde de la technique, qui maîtrisent, qui gèrent l'entreprise et qui maîtrisent le cycle de développement de l'entreprise. Bon, aujourd'hui, on est reconnu comme visionnaire, on va continuer à avancer, continuer à travailler, mais l'essentiel, je crois, c'est de rester humble et d'être vraiment partenaire de tous nos clients et de garantir les performances et de garantir les niveaux d'accès et la sécurité qu'on a aujourd'hui avec notre offre. Merci David Loeb, je rappelle que vous êtes responsable du secteur public chez Netscope. Merci. Richard Bouéjou, merci, vous êtes architecte réseau et sécurité à la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le thème modernisation et sécurisation des accès Internet, le retour d'expérience de la CNAV en partenariat avec Netscope.